Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour. Bonjour, et aujourd'hui je reçois l'essayiste, journaliste économique et auteur, grand voyageur aussi, Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Jacques Seymour, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, merci en tout cas d'être avec nous. J'ai encore en mémoire vos réflexions sur la Grèce, j'ai encore vos mémoires et vos scoops, votre scoop sur le Liban avant ce krach monstrueux, et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Vous rentrez de la Turquie, mais qu'est-ce qui vous fait bouger comme ça sur ces points chauds ? Ce qui me fait bouger sur ces points chauds, en fait, c'est l'économie. Ce qui m'a fait bouger au Liban, par exemple, c'est que j'avais appris qu'il y avait beaucoup de Libanais qui étaient à Paris et qui achetaient tous les lingots d'or disponibles. Et ça, c'était bien avant, si vous voulez, que tout s'écroule au Liban. C'était en novembre, fin novembre, décembre 2019. Je suis parti du coup en reportage au Liban peut-être moins d'un mois après, le 5 janvier 2020. Et on a vu ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire que à partir du moment où un pays a comme gouverneur de banque centrale quelqu'un de totalement corrompu, le pays finit dans une catastrophe absolument épouvantable. Et d'ailleurs, cette catastrophe a été soulignée voici un an par l'explosion monstrueuse qui a eu lieu dans le port de Beyrouth, qui a fini d'achever le pays. Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils ont encore un gouvernement. Enfin, de toute façon, la corruption est telle au Liban. Et depuis, d'ailleurs, j'ai pu voir que le 1% des ultra-riches libanais, en fait, ont tout sorti. Ils ont sorti tout leur argent entre fin novembre 2019 et fin janvier 2020. J'évoquais à l'instant ces voyages parce qu'à chaque fois, vous revenez avec une anecdote ou avec une vision des choses dont on n'entend pas parler. Et précisément au Liban, vous avez été témoin d'un fait absolument incroyable. Je voudrais que vous nous le rappeliez aujourd'hui. Ce que j'ai vu, c'est les gens qui se battaient dans les agences bancaires. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, je veux dire, parce que les Libanais essayaient de récupérer leurs économies. Enfin, c'est même pas leurs économies, leur salaire tombait sur leur compte en banque, donc ils voulaient récupérer des dollars ou des livres libanaises, et les banquiers leur disaient non, vous ne pouvez pas retirer, ou alors vous êtes limité à vous êtes limité à 50 € par semaine, enfin c'est un peu l'idée. Et le plus scandaleux que j'ai observé, je crois qu'on avait déjà parlé ensemble il y a à peu près un an et demi, c'est que je suis arrivé à Beyrouth en même temps que les 500 autres journalistes qui étaient venus pour la conférence de Carlos Ghosn, vous savez, sur son évasion fameuse, machin, etc. Et tous ces journalistes en fait avaient refusé de voir que les gens se battaient dans les rues. Ça, c'est quelque chose qui m'a scandalisé. C'est là où j'ai réalisé, si vous voulez, que la presse, dans sa globalité, était devenue une immense prostituée. Nuit de chaos à Beyrouth, capitale d'un pays en pleine déliquescence monétaire, économique et sociale. Le Liban, au bord de la faillite, voit sa monnaie dégringoler de jour en jour. Elle a perdu 70% de sa valeur. Les autorités et la Banque centrale, qui ont multiplié les réunions d'urgence, espère limiter les dégâts. Depuis l'automne dernier, la rue proteste contre une classe politique qui ne parvient pas à sortir le pays du marasme. Surendetté, le Liban a vu près de la moitié de sa population basculer dans la pauvreté. La presse, une immense prostituée, et c'est en permanence d'ailleurs votre leitmotiv. À chacun de vos voyages, vous rapportez cela parce qu'il se passe des choses dont on ne parle nulle part. Écoutez, attends, je vous donne un exemple. C'est très important, ça. Oui, non, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le paysage médiatique français, vous avez Madame Léa Salamé. Donc, elle est libanaise, elle porte le même nom d'ailleurs que le gouverneur. Je crois qu'ils sont cousins ou plus ou moins éloignés, peu importe. J'ai pas le souvenir que Madame Léa Salamé ait parlé de tout ce qui se passait au Liban, surtout quand les banques étaient en train de faire faillite, parce que évidemment, elle fait partie de cette diaspora d'ultra riches, bien entendu, et donc elle n'avait aucun intérêt, si vous voulez, à dénoncer les scandales, la corruption totale qui règne au Liban et dont sa famille, manifestement, je ne sais pas si elle en fait partie, mais enfin, bon, le fait qu'elle n'en ait pas parlé, si vous voulez, c'est une sorte d'autocensure que j'assimile à de la prostitution intellectuelle, quelque part. Oui, mais cette autocensure, on la retrouve dans d'autres faits tout aussi important et qui brasse la géopolitique mondiale aujourd'hui. Ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que les grands groupes ont pris le contrôle de la totalité des médias. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a des mots d'ordre qui sont donnés en haut par les propriétaires. Et donc les rédacteurs en chef, si vous voulez, répercutent ça aux journalistes en leur disant non, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ceci. Donc aujourd'hui, les journalistes, c'est devenu en fait des caniches. Vraiment, c'est des vous avez assis, couchés.
Vous avez un vocabulaire très hard. Non, mais écoutez, moi je suis journaliste depuis 40 ans quasiment. J'ai obtenu ma carte de presse en 84, je crois. Donc, je peux vous dire que le paysage de la presse a totalement changé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Français sont totalement désinformés. Mais totalement désinformés. La preuve, je vous donne 2 exemples. BFM, que j'appelle BFM-VC, n'a absolument pas informé les gens de ce qui se passait au Liban et des conséquences que cela aura pour nous, bien entendu. Et je parle même pas des conséquences pour les Libanais, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'ils sont ravitaillés par les corbeaux, dans le sens où c'est la Croix-Rouge qui va dans les immeubles et qui leur monte des paquets repas afin que les gens ne crèvent pas la dalle, parce que les gens n'ont plus rien, ne peuvent plus acheter à manger. Le salaire minimum ou moyen au Liban est inférieur à celui du Bangladesh. J'en ai déjà parlé maintes fois, mais je vous rappelle que le Liban était considéré comme la Suisse, la Suisse du Moyen-Orient. C'est là où, rappelez-vous, en 72, quand Nixon est sorti du Standard Or en août 71, le Liban était devenu la plateforme où tout le monde déposait son argent dans les banques parce qu'ils acceptaient les lingots et que vous déposiez de l'argent et vous pouvez prendre des lingots d'or à la place. Et la CIA, il était hors de question que ça fasse concurrence au dollar américain. La CIA avait racheté en sous-main, c'était une opération spéciale, ça pourrait même faire un film d'ailleurs, ils ont racheté en sous-main le casino de Beyrouth pour le couler, parce que beaucoup de gens venaient blanchir, ils jouaient comme ça de l'argent au casino, ensuite ils reprenaient leur argent puis ils l'échangeaient contre des lingots d'or. C'était un beau thème pour Gérard Davillier, ça. C'était un beau thème pour James Bond, surtout. Des thèmes de James Bond, effectivement, de Gérard Davillier, même pour OSS 117, à la limite. Ne l'oubliez pas, ils ont vraiment... les Américains ont détruit progressivement le Liban, et d'ailleurs, c'est à ce moment, progressivement, ils ont détruit le Liban pour que ça ne devienne plus une place financière, afin que le Delaware reste la seule et unique place de blanchiment. Ils ont détruit le système bancaire, le secret suisse, et aujourd'hui, le Delaware... Et vous ne parlez pas du Delaware par hasard, parce que c'est l'état du président actuel américain. Oui. C'est pas par hasard qu'il a été élu, mais vous pensez bien. Mais c'est pas du tout un hasard. Vous savez, suivez les circuits financiers, vous obtenez la politique, c'est pas compliqué. Suivez l'argent, le reste suit, c'est pas compliqué. Alors justement, quelle avance vous avez après ce déplacement à Istanbul ? Alors, Istanbul, pour moi, a été un choc culturel, mental, mais indépendamment, si vous voulez, du choc culturel, bon, vous savez que, je veux dire, moi j'ai commencé en tant que journaliste informatique à une époque où personne ne savait ce que c'était, dans les années 82, 83, 84. À l'époque, j'interviewais des gens comme Bill Gates ou comme Steve Jobs. Personne ne savait qui c'était, vous voyez. C'était des personnages qui étaient dans l'ombre, quoi. Oui, c'était des geeks, un peu comme les crypto-monnaies aujourd'hui. Et en tant que journaliste informatique, si vous voulez, le quotidien de Paris, j'ai eu l'occasion de fréquenter les banques, puisque les plus grands acheteurs d'informatique, ce sont les banques. Parce que les banques, qu'est-ce qu'une banque ? C'est une suite d'addition et de soustraction, tout simplement. Comment déterminer, si vous voulez, quelle est la banque la plus puissante au monde ? C'est pas compliqué, vous additionnez tous les ordinateurs qu'ils ont et leur puissance de calcul. Terminé. Là, vous obtenez le grand classement, si je peux dire, des banques les plus puissantes au monde, c'est en fonction des centaines de milliards d'opérations à la seconde dont ils disposent. Si vous relisez par exemple le livre L'argent de Zola, Émile Zola décrit bien, même Balzac aussi je crois dans un livre, qu'à l'époque dans les banques, au 19e siècle, une banque c'était réservé aux 1% des ultra riches. La classe moyenne n'avait pas de banque, c'était sous le matelas. Eh bien, dans les banques qui existaient à l'époque, vous aviez une armée de comptables et d'aides comptables. Ils étaient tous là avec le crayon sur l'oreille. Ils passaient leur journée à faire des additions et des soustractions. Ça, je le décris dans un livre que vous connaissez, c'est le livre 777. 777, oui, les fameux 3-7. Alors, le choc, ça a été quoi ? Le choc, si vous voulez, c'est qu'en France, aujourd'hui, les banques sont en train de supprimer tous les distributeurs automatiques. D'ailleurs, hier après-midi, l'agence de presse belge a répercuté en fait une information à la suite d'une conférence de presse de l'association des banquiers belges qui ont décrété qu'ils allaient supprimer la moitié de tous les distributeurs en Belgique. Tout simplement. Pof. C'est-à-dire que les gens devront faire, au lieu d'avoir un distributeur au coin de la rue, ils devront faire 3 km, 5 km avant d'en trouver un. Oui, mais en France, c'est la même chose. On n'a pas entendu ici. Vous allez dans n'importe quel village où il y avait encore des distributeurs il y a peu, il n'y en a plus aujourd'hui. Vous devez faire 50-60 km. Exactement.
vous savez qu'il y a des maires qui ont écrit à Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, pour dire mais la caisse d'épargne s'en va, Crédit Agricole, machin, etc. Ils ont enlevé le dernier distributeur, c'est une catastrophe pour notre petite ville, notre village, etc. Et vous savez ce que font les banquiers? Par exemple, la caisse d'épargne demande aux maires en question, ça je l'ai vu, je l'ai vu 2 fois, je l'ai même rapporté dans la revue de presse, leur demander 11 000 € par an pour garder le distributeur. 11 000 € par an, je ne sais pas si vous réalisez. Et justement, c'est là où intervient mon reportage en Turquie, c'est que ce que j'ai vu en Turquie, écoutez, je vous assure, je n'en croyais pas mes yeux. Une rue où il y avait 40 distributeurs d'affilée. Je ne sais pas si vous réalisez. Une rue, même pas de la longueur des Champs-Élysées. Genre avenue Wagram, par exemple, vous avez 40 distributeurs sur 2 kilomètres. Vous avez des distributeurs partout. Et ils en rajoutent tous les jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça signifie quoi, ça? Eh bien justement, c'est la clé en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire un doctorat en économie, c'est le cas de le dire, pour comprendre ça, parce que vous avez beaucoup de pseudo-économistes qui vous parlent, mais vous ne comprenez rien à ce qu'ils racontent. En fait, ce qu'on observe, si vous voulez, en Turquie, c'est qu'il y a une circulation de l'argent ultra rapide. C'est-à-dire que l'économie tourne à plein régime. Quand l'économie tourne à plein régime, les gens ont besoin de retirer de l'argent. Ils ont tous des cartes de crédit, mais ils préfèrent avoir du liquide. Et ce qui m'a vraiment frappé, d'ailleurs, en venant ici, je discutais avec mon chauffeur, c'était vraiment bizarre. Toutes les terrasses des cafés, etc., c'était vide. À la même heure, à Istanbul ou ailleurs, ou Ankara, tout est rempli. Les gens sont en train de manger à des terrasses de restaurants à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est blindé de chez blindé. Istanbul est une ville vivante, mais vivante au sens de Paris des années 70, c'est là où je veux en venir. Sauf que là, on est au XXIe siècle et que, je vous dis, vous avez 4 distributeurs à peu près tous les 500 mètres. Quand vous comparez aujourd'hui Paris avec Ankara ou Istanbul, oui. Ça vous inspire quoi, là? Ça m'inspire, si vous voulez, que l'Europe est en train de mourir. Le système économique européen est en train de mourir, la bouche ouverte. Et personne. Même si on nous dit que tout va bien. Excusez-moi, mais ça fait depuis 2008 qu'on vous dit que tout va bien. Là, on nous dit qu'on a des budgets faramineux qui arrivent pour la prochaine année, etc. Bien sûr. Tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Le mensonge permanent, si vous voulez. J'ai observé. Alors, vous savez que mon reportage. Alors, juste pour vos auditeurs, ils peuvent retrouver tout mon reportage sur quotidien.com. Quotidien.com, c'est un tremplin qui vous amène sur mon site, sur giovanni.com. Vous avez un onglet reportage et là vous allez retrouver mon reportage Istanbul économique et géopolitique, parce que je savais que ça allait vous plaire la partie géopolitique. Et avec des informations inédites qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs. Oui, mais qui vont arriver dans l'actualité d'ici 6 mois. Regardez l'histoire des distributeurs. Je veux dire, la Belgique a décidé hier, alors que j'ai publié mon reportage il y a une semaine, et la Belgique décide du jour au lendemain de supprimer la moitié de ses distributeurs sur tout le territoire. Ça vous montre bien qu'il y a un problème gravissime qui est en train d'étouffer les Européens. Est-ce que vous pouvez le décrire? Est-ce que vous pouvez le nommer autrement? C'est-à-dire que les ménages sont étouffés. Ils sont en train d'être étouffés. Ils vont bientôt mourir. C'est-à-dire qu'en fait, les gilets jaunes qui devaient choisir entre faire le plein et payer le médecin pour les gamins ou le sport pour les cours de judo pour les petits, là ça va être encore pire parce que il y a une hyperinflation en ce moment. Oui, mais ça commence déjà, parce que quand vous allez au supermarché, vous vous rendez compte. Oui, mais l'INSEE vous a bien dit qu'il n'y a eu que 1,2% d'inflation cette année. Oui. C'est quand même des menteurs absolument colossaux. Pour vous, c'est un mensonge là aussi. C'est un mensonge colossal, il y a au moins 12% d'inflation cette année. La hausse des prix à la consommation a augmenté plus vite que prévu en Europe. En août, selon une estimation d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 3%. Cette hausse s'explique en grande partie par l'augmentation du prix du carburant, plus 15,4% en août. Pour expliquer cette inflation, les économistes citent également d'autres raisons, comme la hausse des prix dans le secteur du tourisme et la hausse des prix des matières premières qui s'est répercutée sur les prix des biens. Mais vous savez pourquoi ils vous mentent, l'INSEE? Parce que si l'INSEE dit il y a par exemple 10% d'inflation, les livrets A sont obligés de passer à 10%. C'est aussi bête que ça. C'est hors de question. Avec l'ère des taux négatifs, oui, si vous voulez, il paraît qu'on va réexaminer toute l'économie. Voilà, on va réexaminer l'affaire des livrets A dans 2 mois. J'ai entendu ça ce matin de la bouche du ministre de l'économie. Ah non, mais attendez. Moi, j'ai publié un article ce lundi. Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer? Le plus grand braquage jamais vu dans l'histoire
de France, je crois, depuis les Templiers, et encore les Templiers, c'était les 1% ultra riches, il faut bien dire. Là, ils vont voler, la Banque de France va dépouiller 3 millions de Français qui ont signé des contrats de livret A avant 2011. C'est-à-dire que les contrats avant 2011, alors c'est pour remonter en 1994, 3 millions de personnes sont concernées. Le taux d'intérêt est de 4,5%. 4,5%. Et aujourd'hui, avec les taux négatifs, donc qui est l'antithèse du capitalisme par définition, eh bien c'est en train de tuer les banques qui sont obligées par contrat de payer les 4,5 chaque année à ces 3 millions de personnes qui ont signé les contrats d'assurance vie, de livret A, etc. etc. Et donc le gouverneur de la Banque de France a décidé du jour au lendemain, donc je pense que ça va passer au mois de décembre, de ramener tout ça à 1%. C'est-à-dire au même niveau que le livret A actuel. Autrement dit, taux négatif, parce que là, les gens se prennent moins 10% dans la tête. Voilà. Le braquage est terrible, là. Ah mais attendez, c'est un vol en bande organisée. Si ces gens n'étaient pas des banquiers, je veux dire, la police devrait déjà être en tôle. Parce que quand vous, par exemple, ou nos auditeurs ont signé, par exemple, un prêt immobilier, pour acheter leur appartement, leur maison. On va dire qu'ils l'ont signé, je sais pas moi, en 2008, 2009. Dans le contrat de prêt, il y a marqué, c'est un prêt à taux progressif, donc jusque-là tout le monde comprend, et qui est basé sur le Libor. Le Libor, c'est le baromètre des banques. Sauf que le Libor, aujourd'hui, il est négatif, ou les zéros. Et quand vous demandez à ces mêmes de banquiers, de ramener à moins 1%, puisque le Libor est à moins 1, les banques elles disent comment non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs procès. Il y a plusieurs procès en cours en ce moment. Les banquiers ne veulent pas. En revanche, quand c'est donc en leur faveur, ou en leur défaveur plutôt, bien là tout de suite le gouverneur de la banque, pour sauver ses petits potes, tous ces bandes d'escrocs, sont en train de dire oui, on va tout ramener à 1%. Donc là vous avez 3 millions de personnes à la fin de l'année. Et je pense que ça va passer évidemment, si les gens ne se révoltent pas, ils seront à l'indice niqué. Et de ce que vous décriviez tout à l'heure d'Istanbul, d'Ankara, de la Turquie, en général, les choses se passent différemment. On me dit que la banque centrale là-bas explose. C'est surtout la banque Ziraat, parce qu'il y a alors il y a un spécialiste des bilans bancaires qui s'appelle Jean-Pierre Chevalier, qui a vu mon reportage et qui... J'ai vu qu'il avait approuvé ce reportage, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il m'avait pris pour un dingue. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible, c'est impossible. Et donc, il a examiné les comptes, le bilan bancaire de la banque Ziraat, qui est la plus grande banque turque. Et il a été scotché de découvrir que cette banque est aussi solide aujourd'hui que la JP Morgan aux États-Unis. Donc, ça vous donne... Et la comparaison est... elle est forte. Oui. Elle est forte parce que leur taux d'endettement, on va dire, est que de 10. Autrement dit, ce qu'on appelle l'effet levier 10, c'est-à-dire qu'ils ont prêté 10 alors qu'ils avaient 1 de capital. Vous voyez ? Ce qui est déjà pour moi abominable. Mais bon, je vous rappelle que les banquiers de Florence, eux, quand ils prêtaient 5, ils mettaient 5 de côté au cas où ils n'étaient pas remboursés. Pour chaque prêt, ils mettaient la même somme de côté, de manière à, si jamais ils avaient des impayés, leur banque ne tombait pas. Vous voyez ? Aujourd'hui, bon, l'époque a changé, on a l'informatique, etc. Donc aujourd'hui, une banque peut prêter 10 fois ce qu'elle a. Mais la Société Générale, par exemple, elle a un effet de levier de 65. Le Crédit Agricole, c'est pareil. Enfin bon, toutes les banques françaises sont mortes. Toutes, je dis bien. Si demain, ne serait-ce que 5% des gens venaient réclamer leur argent. Je rappelle que la Lehman Brothers est tombée à 32, avec un effet levier à 32. Donc vous voyez, la banque Ziraat turque, la plus grosse banque turque, a un effet levier de 10, comme la JP Morgan. Ça veut dire qu'Erdogan se débrouille très bien. Ça veut dire que Erdogan... Erdogan, dont on ne cesse de... Ah, mais il est démoli. La presse, le Point, le presse. Journal de Dimanche, l'Express, le Nouvel Observateur, le Point, Stern. Dans mon reportage, vous avez vu, vous avez toutes les unes. J'ai fait un recensement de toutes les unes qui ont été consacrées. C'est impressionnant, d'ailleurs. Alors, c'est un dictateur, c'est un malade mental, il va nous faire la guerre, il va déclarer la guerre à la France. Ça, c'est le Point qui nous explique ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu des chocs entre lui et des mots très forts entre lui et le président Macron. Oui, mais je pense que Erdogan est très mal conseillé, si vous voulez, parce que moi, ce qui m'a épaté, si vous voulez, en Turquie, c'est que c'est un islam totalement tolérant. Alors qu'en France, l'islam qui est imposé dans les cités, vous savez, dans les 4000 cités de ce qu'on appelle les non-droits, vous savez, tous les mecs là qui agressent les flics, les pompiers, etc., qui leur balancent des boules de pétanque du 10e étage, etc., etc., ça, c'est l'islam saoudien et qatari.
Oui, vous faites donc la différence entre cet islam saoudien qatari et l'islam turc. Exactement, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, j'ai appris à faire cette différence uniquement parce que quand vous voyez les Turcs, les femmes, je veux dire, leurs jupes, elles sont plus courtes que celles des Parisiennes en ce moment. Hein. Non mais c'est incroyable à observer. C'est-à-dire que vous avez les Turcs qui sont musulmanes qui effectivement portent un voile, etc. Vous avez même des musulmanes qui, eux, sont carrément bâchées. Mais je veux dire, ça ne choque pas parce que vous voyez que tout le monde est libre de faire ce qui lui chante. Et il n'est pas rare de voir à Istanbul, vous voyez une Turque avec la jupe au ras du minou, qui tient la main, elle se promène ensemble avec une musulmane bâchée, et ni l'une ni l'autre ne sont offusquées par la tenue de l'autre. Et c'est ça la laïcité qu'on trouve en Turquie et qu'en France n'est plus observée. C'est ça le paradoxe. Et donc, comme Macron est vendu aux Saoudiens et aux Qataris, alors je dis ça, je suis très précis, regardez bien, Bernard-Henri Lévy, le fameux, c'est pas par hasard que Le Point fait tout ça, tous ces papiers contre Erdogan, Bernard-Henri Lévy, éditorialiste du Point, a perdu son procès contre Blast, le magazine, parce que Blast a révélé que M. Bernard-Henri Lévy était payé par le Qatar et qu'il recevait des virements régulièrement du Qatar. On m'explique pourquoi M. Bernard-Henri Lévy, qui nous prône la grandeur d'Israël, accepte l'argent des musulmans qataris. Bon, ceci est une parenthèse, on va dire comme les inconnus, ceci ne nous regarde pas. Oui, mais quand même c'est une parenthèse. Mais quand même, M. Bernard-Henri Lévy, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi vous touchez de l'argent du Qatar. Oui. C'est intéressant. Oui. Oui. Et puis, il y a eu d'autres affaires, l'assassinat de notre frère. Mais je ne suis pas payé par Erdogan, je précise. Je n'ai pas reçu de l'argent de la Turquie. Au contraire, j'ai payé mon hôtel en Turquie. Donc, que les choses soient extrêmement claires. Mais un pays qui, aujourd'hui, est en train de se développer, il va de l'avant et est en train de devenir une puissance. Mais attendez, vous savez, il y a un truc, quelque chose qu'on observe tous quand on va dans un pays étranger, c'est les voitures. On regarde si ce sont des voitures anciennes ou si c'est des voitures vraiment toutes neuves. Il est comment le parc là ? Neuf. Attendez, mieux que ça. Vous voyez maintenant des gens qui roulent en voitures anciennes, c'est-à-dire des voitures de collection, carrément. On en a souvent parlé, je sais que les voitures anciennes et vous... Oui, mais j'ai toujours dit, et j'ai eu raison, regardez. Et ça prend de la valeur. Le Daily Mail a montré, vous le trouverez dans ma revue de presse, les voitures de collection, on va dire, les anciennes, ont pris quasiment 40% en l'espace de 2 ans. C'est mieux que le livret A, excusez-moi. Et l'économie turque tourne à plein régime, les gens sont en train de courir partout, les embouteillages à Istanbul, j'ose même pas vous en parler, parce que là c'est grandiose, Paris à côté c'est rien, Paris est une ville morte. Je sais pas, il y a eu un virus qui a tué tout le monde. Il n'y a plus personne dans les rues. Je suis venu jusqu'ici du 8e arrondissement. Je peux vous dire que moi, j'ai jamais vu ça. Normalement, il m'aurait fallu 1h30. On est venu en 35 minutes. Et c'est du jamais vu. L'Europe est en train de mourir. La France est en train de mourir. La Belgique est en train... La zone euro est en train de crever. La bouche ouverte. Et je suis le seul à dire, attention, là, si on continue comme ça, c'est fini. On va être rétamé. Tant et si bien, si vous voulez, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu l'affaire des sous-marins, là, c'est ça ? Excellent enchaînement. Je veux dire, la presse, là, pour le coup, française, a été unanime. Nous sommes devenus une nation de seconde zone. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, là, ce qu'on est en train d'observer, c'est que la Turquie, moi je pense que d'ici 5 ans, ils nous rattrapent, sans problème. D'ailleurs, regardez ce qu'ils ont fait avec les drones. Ils ont pulvérisé l'industrie française de l'armement. Là, c'est le 2e exportateur de drones dans le monde. Et quand je dis de drones, c'est pas le petit drone pour faire le jardin. Ouais. Là, c'est des drones de combat anti-char. C'est du sérieux là. C'est avec ça que l'Azerbaïdjan, par exemple, a gagné la guerre contre les Azéris, qui ont mené une guerre. Ils ont mené la même guerre, si vous voulez, un peu comme en 1914, dans les années 40, vous savez, quand la cavalerie polonaise, toujours à cheval, avec les officiers sabre au clair, fonçait sur leur cheval contre les Allemands qui avaient des mitrailleuses MG42, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Les Turcs ont réinventé la guerre moderne avec les drones, et ça aussi, personne n'en a parlé. Ça a bouleversé totalement l'équilibre au Moyen-Orient et en Asie centrale, au point que, écoutez bien, la Serbie achète elle aussi des drones anti-chars à la Turquie. Alors, vous connaissez l'opposition Serbie-Turquie, depuis la bataille du Champ des Mers, là. Les Serbes qui achètent des armes aux Turcs, pour vous dire que c'est le monde à l'envers. La Turquie est en train de devenir une force absolument phénoménale,
Et moi j'invite vraiment vos auditeurs à regarder toutes les unes que j'ai recensées, Le Point, l'Express, etc. Et même la presse étrangère, des économistes, Bild, etc. Toutes les unes sur Erdogan. Ils sont en train de le traiter de tous les noms. C'est un fou, c'est un dictateur, etc. La même chose que Trump a eu et que De Gaulle a eu. Oui. Donc on reproduit la même chose avec les mêmes journaux d'ailleurs. Avec les mêmes journaux, oui. Mais ces journaux-là, si vous voulez, sont aux ordres des Américains. Là, c'est très clair. C'est très clair. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu un coup d'État. Je pense qu'on avait fait une émission ensemble. La dernière fois, il y a peut-être 2-3 ans, quand je suis revenu de Turquie. Il y a eu un coup d'État en 2016 qui a fait plus de 250 morts, je crois. Et en fait, ce coup d'État était organisé par Gülen. C'est une organisation pilotée par la CIA. Gülen, ils sont aux États-Unis d'ailleurs. Et toute la presse occidentale a présenté ça comme un coup d'État de l'armée turque. Alors que c'est pas du tout l'armée turque, c'est surtout les officiers, si vous voulez, qui sont membres de cette franc-maçonnerie qui s'appelle Gülen et qui ont été payés par la CIA. Après avoir investi dans la nuit ce pont suspendu à Istanbul, une soixantaine de rebelles de l'armée turque s'est rendue ce samedi matin aux forces de sécurité. D'après un bilan officiel, la tentative de coup d'État aurait fait au moins 60 morts, dont de nombreux civils. Des milliers de Turcs se sont mobilisés samedi soir dans les grandes villes du pays pour manifester leur soutien au président Recep Tayyip Erdogan dans des forêts de drapeaux rouges turcs. Nous allons continuer de nettoyer ce virus à tous les niveaux du gouvernement. Parce que ce corps, mes frères, contient des métastases. Comme un cancer, il s'étend partout. Donc, qu'a fait Erdogan, qui a failli être tué, je le rappelle, parce qu'ils avaient tout organisé pour le tuer définitivement, en 2016, il a fait un nettoyage global. Il a envoyé 100 000 fonctionnaires de l'armée, de l'éducation, des journalistes, etc. Il a envoyé tout ce beau monde en prison pour tentative d'assassinat et coup d'État. Il a fait un nettoyage. Du coup, qu'a fait la presse internationale qui est aux ordres de la CIA, comme Le Point, par exemple, ou le Journal du Dimanche? Erdogan, dictateur. Alors, vous êtes chef d'État, vous avez des mecs qui veulent vous tuer, vous faites le nettoyage, au Karcher, comme on dit. Moi, je ne peux pas reprocher ça à Erdogan. Et lui, il a manié le Karcher, vraiment. Lui, il a vraiment sorti le Karcher. Oui. La purge ne se limite pas à l'armée. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de près de 3000 juges et procureurs dans tout le pays. Plus de 500 auraient déjà été arrêtés selon des médias turcs. Les médias ne sont pas épargnés non plus. Les licences des télévisions et radios proches du mouvement de Gülen ont été retirées. En mars dernier, le très influent journal Zaman a été placé sous tutelle de l'État après un raid dans ses locaux. Là, ça a été un nettoyage global. Là, si quelqu'un a vu Midnight Express, le film, là, c'est Midnight Express version 2.0, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déconner avec les Turcs. Je veux dire, même en Asie centrale, si vous voulez. C'est quand même des mentalités qui n'ont rien à voir avec les mentalités italiennes ou françaises ou espagnoles, ou même anglaises. Quand on essaie de vous tuer, là, vous n'allez pas tendre la joue droite. Oui. Voilà, pour qu'on vous mette une balle dans la tête côté tempe droite. Oui. Là, il a vraiment fait le nettoyage. Et c'est normal. On parlait de l'économie tout à l'heure. Oui. Il y a un truc qui me fascine, moi. En Turquie, c'est le Bosphore. Il paraît que ça va aussi conduire à un développement monstrueux. C'est-à-dire que le Bosphore aujourd'hui est une des clés du commerce mondial. Et ça, il a fallu que je m'installe en fait dans un hôtel au bord du Bosphore pour comprendre. Parce qu'avant, vous voyez un peu Bosphore, vous dites Istanbul, Bosphore, c'est un peu comme Venise. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Pas du tout, pas tout à fait la même chose. Parce que le Bosphore, en fait, c'est la clé du commerce mondial. Pour vous donner une idée, vous avez 30% du pétrole russe qui passe par là. C'est quand même colossal. Vous avez tout le pétrole du Kazakhstan qui passe par là. Vous avez 30% du blé mondial qui passe par là. Vous avez des centaines de millions de tonnes de produits pétroliers divers et variés qui passent par là. Autrement dit, si Erdogan, du jour au lendemain, dit « je ferme le Bosphore », c'est simple. Le monde est confiné. Le monde est confiné économiquement, vous n'avez plus d'essence. Ou alors, on va se battre comme au Liban pour avoir quelques litres d'essence. Vous voyez ? Il y a 5 pays, si vous voulez, qui dépendent du Bosphore pour leurs échanges économiques. La Bulgarie, c'est pas évident, mais Varna, par exemple, la Roumanie, l'Ukraine, la Géorgie et la Russie. Et bien entendu, les Américains aimeraient bien faire passer toute leur flotte par le Bosphore pour aller en mer Noire, de manière à protéger l'Ukraine et pour ennuyer les Russes. Vous savez que les États-Unis cherchent la guerre avec la Russie et la Chine. Et il y a un traité, si vous voulez, qui a rendu le Bosphore international. Le passage est gratuit. Les eaux au milieu sont internationales. En revanche, tout bateau de guerre qui passe par là, ou sous-marin par exemple, doit déclarer ça aux autorités turques 15 jours avant, voire 3 semaines avant.
et ils sont limités en tonnage. Alors vous avez tous les détails sur quotidien.com, enfin sur le reportage sur la Turquie. Ça vous montre bien, si vous voulez, l'importance capitale, stratégique de ce Bosphore. Et donc Erdogan veut construire un deuxième Bosphore. Il veut construire, alors c'est un projet pyramidal, hein, c'est comme les pyramides d'Égypte, hein, là pour le coup, parce que c'est un canal, je vais vous donner quelques chiffres. C'est un peu dans le style de Panama ou... Oui, c'est ça. Exactement, voilà, oui. Canal de Panama, de Suez, voilà, détroit d'Ormuz et Bosphore, voilà. Là, une fois que vous avez ces 4 points, je veux dire, si vous arrêtez ces 4 points, vous arrêtez tout. Tout le commerce mondial, c'est la famine dans le monde entier. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Donc ils ont commencé à le faire construire. Ils devraient ouvrir en 2023 pour l'anniversaire de la 100e année de la naissance de la République turque, par Atatürk justement. Nous avons l'ambition de construire un nouveau canal pour répondre à la demande en augmentation du flux de trafic maritime. Nous considérons le canal Istanbul comme un projet visant à sauver l'avenir d'Istanbul. Ce canal risque d'endetter fortement la Turquie, mais il est notamment rendu possible grâce à des investissements chinois. Nous sommes prêts à joindre nos efforts avec ceux de tous les pays du monde pour construire ensemble la nouvelle ceinture économique de la route de la soie et faire avancer la construction d'une grande communauté. Et pour vous donner une idée, 43 000 navires passent chaque année dans le Bosphore. Pour vous donner une autre idée comparative, seulement 18 700 navires passent par le canal de Suez, qui est en plus payant, et qui est la 3e source de revenus en Égypte. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une congestion pour passer dans le Bosphore, pour aller vers la mer Noire, vous devez attendre entre 10 heures minimum et 4 jours, voire une semaine maximum. Et tout ça, ça coûte bien entendu. Bah, ça coûte une blinde. Je veux dire, quand vous faites le plein d'un tanker, c'est pas le plein de la Clio, quoi. Ça, je peux vous le dire. Hein. Non, mais c'est impressionnant, je vous assure. Oui. J'ai regardé, je pouvais rester des heures et des heures au bord du Bosphore à regarder tous ces bateaux passant. Parce que là, vous avez vraiment le rythme cardiaque du commerce mondial. Et pour un journaliste économique qui se respecte, là, vous voyez vraiment de visu, quoi. C'est pas Wall Street, tout est bidonné, tout est absolument bidonné, la fausse monnaie, les faux cours, ils bidonnent les cours des actions, de l'argent métal, etc. Là, on est dans le réel. Là, vous êtes dans le réel. Là, c'est vraiment le réel. C'est incroyable à observer, vraiment. Et ce qui est incroyable à observer, si vous voulez, c'est vous voyez passer des tankers. Alors, vous avez des bateaux, vous savez même pas que ça existe, quoi. C'est quand même assez incroyable. Vous avez même un forage ambulant. Vous avez une photo là sur mon reportage. Mais le plus extraordinaire, je vous assure, c'est de voir passer des sous-marins. Alors, de voir passer un sous-marin, parce que forcément un sous-marin, vous ne le voyez pas, hein, a priori, mais voir un sous-marin, parce qu'ils sont obligés de sortir, donc... oui, de mettre la tête hors de l'eau. De mettre la tête hors de l'eau, parce qu'il y a 30 mètres de profondeur sur certains endroits, donc ils sont obligés de sortir, et puis même comme c'est des eaux internationales, et comme c'est la Turquie, ils sont obligés de sortir, de se montrer. Et ça, c'est un spectacle, parce que là, vous voyez la géopolitique de vos yeux, vous voyez ? Là, vous observez tout est réel. Vous voyez passer des corvettes russes, des frégates russes, des lance-missiles américains, des navires espions militaires anglais, des escorteurs français, enfin, mais surtout les navires russes, quoi. Enfin, c'est incroyable, je veux dire, c'est magnifique en même temps, quelque part. Et le Bosphore concentre tout ça, c'est-à-dire l'économie mondiale et la géopolitique mondiale. Et c'est pour ça que c'est unique à observer. Moi, franchement, j'encourage tous nos auditeurs à, s'ils ont l'occasion de faire un beau voyage ou même passer 4 jours, vous installer dans un hôtel au bord du Bosphore et vous regardez ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. De votre description, on imagine un peu pourquoi ce pays attire tant de convoitises finalement. Vous savez que les Russes ont déclaré la guerre aux Turcs en 1877. Oui. Non, mais vous vous rendez compte, ils ont voulu prendre le contrôle du Bosphore. Les Français ont voulu prendre le contrôle du Bosphore. Je ne le savais même pas. Vous imaginez, les Anglais et les Français ont monté une armée commune. Inimaginable. Ils sont descendus ensemble à 3000 ou 4000 kilomètres de chez eux pour faire la guerre aux Turcs et pour prendre le contrôle du Bosphore. Donc c'est l'affrontement des Dardanelles, hein, la bataille de Gallipoli. Et je vous signale que les Turcs ont quand même coulé le Bouvet. Il y a eu quand même 600 soldats et marins qui ont coulé. C'est l'un des plus grands drames de la marine française. Hein. Et il y a le Suffren aussi a coulé par la suite à cause des dégâts des boulets de canon qui s'est pris par les Turcs. Les Français et les Anglais ont fini pour rentrer dans Istanbul. Et le chef de l'expédition française, le chef de corps, s'est installé dans l'hôtel dans lequel j'étais. Où d'ailleurs la princesse Eugénie s'était installée également pour observer le Bosphore. Où Gérard de Nerval s'est installé également. Oui, j'ai lu ces mots sur le Bosphore. C'est magnifique. C'est tout le charme, si vous
vous voulez, de l'Orient. Quand je dis le charme, c'est vraiment déstabilisant pour nous, Français. Et en tant que journaliste, c'est encore plus excitant parce que là, vous voyez ce qui va se passer dans le futur. Et je peux vous assurer que si Erdogan finit son canal pour 2023, d'abord, ça transforme, si vous voulez, Istanbul en île, en fait. Parce que vous avez le Bosphore d'un côté, parce que de l'autre côté du Bosphore, c'est l'Asie. Mais là, si effectivement, la distance entre le Bosphore, donc côté Europe, et ce nouveau canal, je crois que c'est 35 km, et le Bosphore 2, donc va faire 40-45 km de longueur, je pense qu'il va être payant par définition, et là, ça va effectivement transformer la totalité de la Turquie, parce que là, ça va la propulser comme la puissance la plus importante de l'Asie centrale. Il n'y a même pas photo. Quand Erdogan nous dit qu'il veut rejoindre l'Europe. Non, il ne veut plus. Il ne veut plus aujourd'hui. Non, il ne veut plus. Non, en fait, ce qui aurait été intéressant, si vous voulez, pour Erdogan, ou les Turcs d'ailleurs, de rejoindre l'Europe, c'est vrai que moi aussi j'étais contre l'idée de Sarkozy, j'étais contre l'idée à l'époque, parce qu'à l'époque moi aussi j'étais désinformé par Le Point, par le journal du dimanche et le Nouvel Obs, etc. En disant c'est le berceau de l'islamisme. Mais non, le berceau de l'islamisme fou, il est chez les Saoudiens, il n'est pas chez les Turcs. Il est chez les Saoudiens, il est chez les Qataris. Bien sûr, il n'est pas fondamentalement. Donc vous voyez comment on désinforme tous les journalistes, il suffit que des journaux qu'on respectait, moi j'ai plus aucun respect pour ces journaux, mais toujours est-il que, en admettant que Erdogan eût rejoint l'Europe, c'était la seule condition qu'il le fasse comme la Pologne par exemple, qui garde leur monnaie à eux. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la zone euro. Surtout pas. Sinon ils auraient été décimés. Décimés comme la Grèce aujourd'hui, oui. Comme l'Espagne, comme la France. Aujourd'hui, le seul bénéficiaire de la zone euro, il ne faut jamais oublier, c'est l'Allemagne. C'est le seul. Aujourd'hui, si la Banque centrale devait interdire des pays de chéquier, rendez-nous le chéquier, votre carte bleue, eh bien la France devrait rendre son chéquier et sa carte bleue, l'Italie devrait rendre son chéquier et sa carte bleue, l'Espagne, la Grèce, j'en parle même pas, ils devraient être interdits de chéquier, et Banque de France, ils devraient être fichés Banque de Centrale Européenne pendant 200 ans. Donc Erdogan aujourd'hui n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je montre bien dans mon reportage que les États-Unis ne veulent pas que la Turquie devienne une puissance, ils les maintiennent dans une situation d'esclaves financiers alors qu'ils ne sont pas esclaves financiers. Et je l'explique très bien dans le reportage, je pense que vous l'avez vu aussi. Aujourd'hui, la France est endettée à 130. Je dirais même à la fin de l'année, on serait à 140% à cause de ces 2 années de Covid. Officiellement, on est à 120. Ça veut dire que si vous êtes endetté à 140, ça veut dire que vous gagnez 100, donc il vous reste rien pour manger ni pour vivre, et encore vous êtes endetté de 40 de plus. Vous me suivez ? Erdogan, lui, la Turquie, elle est endettée à 30%. C'est-à-dire que quand elle produit 100, elle va rembourser 30, il lui reste 70. Et ça chaque année. Donc aujourd'hui, la France est l'esclave des banques étrangères, officiellement. La Turquie, elle n'est esclave de personne, financièrement. On peut dire n'est pas esclave celui que l'on croit. Exactement. C'est d'ailleurs le titre de mon article. Et malgré ça, et c'est ce que explique Jean-Pierre Chevalier, les crédits défaut swap de notre cher ami Blind Masters, vous savez, c'est une assurance contre les impayés, hein. Et bien figurez-vous que le CDS sur la Turquie, c'est le plus cher du monde. C'est un vrai scandale, quoi. C'est de la manipulation. Vous voyez que la CIA maintient, les États-Unis maintiennent, se vengent sur la Turquie. Il y a une guerre contre la Turquie, parce que d'abord les Américains eux aussi sont payés par les Saoudiens, il faut jamais l'oublier. N'oubliez pas, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, pendant une semaine, il n'y avait plus un avion qui décollait de l'ensemble du territoire américain. Le seul avion qui avait décollé le lendemain du 11 septembre, c'était les avions qui ont permis à la famille de Ben Laden de rentrer en Arabie Saoudite. Les Saoudiens déversent tellement d'argent sur les politiciens français, sur les politiciens américains, les sénateurs, les députés, etc. Regardez, Bernard-Henri Lévy qui prend des chèques du Qatar. J'invente rien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Macron préfère prostituer le pays, la France, à l'islam saoudien et qatari. Résultat des courses, vous avez des guerres que vous observez dans le journal télévisé, on vous présente ça comme des faits divers, puis chaque année ça devient de pire en pire, alors que, excusez-moi, jamais je ne me suis senti dans un pays aussi en sécurité qu'à Istanbul, en Turquie. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune tension, les gens se respectent, les gens sont gentils, tout simplement. Je veux dire, vous êtes perdu, vous cherchez une rue, parce que vous ne comprenez rien, parce que vous êtes étranger. Les gens arrêtent de bosser et ils vous accompagnent jusqu'à la rue. Demandez ça à un Parisien, c'est même pas envisageable, quoi. Moi, je suis franchement écœuré par la désinformation qui est faite par la presse française aux ordres des Saoudiens. N'oubliez pas le groupe Lagardère qui est bien mal en point.
D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a une OPA aujourd'hui sur le groupe Lagardère. C'est Paris Match, Europe 1, le journal du dimanche, les mêmes, bien sûr. Oui. Mais qui a mis de l'argent chez Lagardère? C'est les Saoudiens. Donc vous comprenez mieux pourquoi ils attaquent autant Erdogan. C'est pour défendre en fait l'islam saoudien. Alors que le point a eu le culot de dire que simplement parce que Erdogan voulait ouvrir 3 écoles du côté de Colmar ou Mulhouse, je ne sais plus où, ça y est, l'islam est à nos portes, c'est la 5e colonne. D'ailleurs, une couverture du point, vous le verrez sur le reportage, la guerre à nos portes, en mettant Erdogan. Je ne vois pas très bien comment Erdogan va venir jusqu'en France pour faire la guerre quand même. Il faudrait qu'il traverse beaucoup de pays. Il faudrait qu'il traverse déjà la Grèce, ce qui n'est pas évident pour lui. Il faudrait qu'il traverse ensuite la Serbie, ensuite la Suisse, l'Italie, pour arriver jusqu'à la France. N'importe quoi. Mais ça vous montre bien aujourd'hui que les médias sont vendus, totalement vendus. C'est de la prostitution. Merci Pierre Jovanovic, qu'on vous écoute toujours avec beaucoup de plaisir. C'est très très gentil à vous, parce que vous avez le courage mais je retiendrai deux mots qui sont importants aussi, parce que je suis aussi journaliste: désinformation, manipulation, et c'est ça le mal français aujourd'hui. Absolument.